Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Chers auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour découvrir une nouvelle grande date en région. Aujourd'hui, nous allons aller dans un empire agonisant à Lyon. Avec Éric Labaille. Bonjour Éric. Bonjour Cédric. Dans les premières semaines de l'année 1814 et après une quinzaine d'années de grandes campagnes militaires victorieuses, la France s'apprête à subir l'invasion des armées européennes coalisées. Pour sauver sa couronne, Napoléon va devoir faire preuve une fois encore de son génie militaire. Mais cette fois, la partie est mal engagée car il doit faire face à des forces nettement plus importantes que les siennes. Il lui reste néanmoins un petit espoir de renverser le cours de cette guerre. Cet espoir, il est dans les mains du maréchal Augereau, qui rassemble autour de Lyon une armée de secours. Le duc de Castiglione sera-t-il en mesure de voler au secours de l'Empire ? C'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui avec Éric Labaille. Alors, 1814, quelle est la situation politique, militaire, où est-ce qu'on en est là ? La situation politique reste encore relativement stable. La situation militaire est quasiment catastrophique. L'année précédente, 1813, la grande armée de Napoléon, enfin Napoléon d'une façon générale, l'Empire a perdu sur tous les tableaux. On a perdu en Espagne face à Wellington, on a perdu en Allemagne avec des batailles comme Dresde, Leipzig, et le reflux des armées impériales s'est prononcé jusqu'à revenir sur les frontières de la France. Donc désormais, la France se retrouve dans une situation finalement voisine de celle qui était la sienne en 1793, c'est-à-dire assiégée, par des armées nettement plus importantes que les siennes, qui sont prêtes à l'envahir. Oui, donc c'est le fruit à la fois de la campagne de Russie, qui a mal fini, la Bérézina est rentrée dans la légende, de grandes batailles telles que vous les avez évoquées, Leipzig, et aussi de la révolte de peuple, des révoltes effectivement qui ont en Espagne, en Italie, où l'armée napoléonienne, les troupes napoléoniennes sont confrontées à des formes de guérilla qu'ils maîtrisent très très mal et contre lesquelles ils exercent une répression indistincte, féroce, qui soulève encore plus de mécontentement et de désir de vengeance. Oui, l'Espagne peut être considérée comme le tombeau des rêves impériaux, puisque s'étant engagé un peu imprudemment en Espagne et au Portugal en 1807-1808, Napoléon se retrouve dans un bourbier absolument épouvantable, d'autant plus que ce bourbier est alimenté par les Anglais en sous-main, à qui débarquent des troupes au Portugal, et qui vont mener la contre-offensive jusqu'à chasser les Français d'Espagne, conjointement avec une guérilla qui mène une vie extrêmement dure aux Français, et qui, comme vous l'avez signalé, est un enchaînement de violences, mais des violences absolument épouvantables, des soldats cloués à des portes de granges, des exactions, des massacres de populations civiles. C'est véritablement une guerre dans son acception la plus violente, la plus terrible. Et donc, voilà, la France a retrouvé ses frontières, tout compte fait, de 1792. La France est acculée par une coalition internationale. Et donc là, il y a un point sensible, il y a un endroit où vont se passer, effectivement, où va peut-être se sceller le sort de la France, c'est la région Lyon. La région lyonnaise, oui. La région lyonnaise qui, normalement, doit être tenue à l'écart de l'invasion, puisque Lyon n'est pas face à un front en soi. Il y a la Suisse. Il y a la Suisse, donc la Suisse étant neutre, a priori, Lyon devrait être épargné. Des villes sont beaucoup plus sensibles à cette invasion. Je pense à Reims, je pense à Bordeaux, par le sud, par l'Espagne. Non, Lyon est une ville qui, a priori, ne devrait pas être particulièrement concernée par cette campagne. Et pourtant. Le maréchal autrichien Schwarzenberg se moque un petit peu de la neutralité suisse et fonce sur le Jura en traversant donc la communauté helvétique. Ça va devenir une habitude de violer la neutralité des États. Oui, ça avait déjà été le cas en 1799. C'est une vieille tradition, oui. Qui se perpétuera au XXe siècle. Qui se perpétuera sur d'autres pays à ce moment-là. Oui. L'effet de surprise que va utiliser le feldmaréchal
Schwarzenberg. Schwarzenberg. Alors, il va utiliser effectivement l'effet de surprise pour attaquer la région lyonnaise. Oui, la région lyonnaise qui est très mal défendue puisque les troupes sont des troupes de garnison. Elle est défendue par quelques unités dirigées par le général Munier qui ne sont pas du tout en mesure de tenir face à une armée d'invasion. Et là où la situation se complique, c'est que voyant la situation de Lyon, qui a priori, je répète, était éloignée des dangers, Napoléon avait demandé au maréchal Augereau de profiter de cet isolement relatif de Lyon pour y rassembler une armée destinée à venir au secours de l'armée commandée par l'empereur, qui, elle, se battait en Champagne, se battait sur la Marne, se battait sur l'Aube, contre des forces nettement supérieures. Et l'idée était de rassembler cette armée autour de Lyon, la faire marcher de Lyon vers le nord, en passant par Dijon et puis après la Haute-Marne, de manière à tomber sur l'aile gauche des armées alliées, des armées coalisées contre lesquelles se battait l'empereur. Donc là, l'idée, c'est de couper le sillon rhodanien et donc de bloquer effectivement cette troupe de secours. Exactement, voilà, exactement. Et en devançant les pensées de Napoléon, Schwarzenberg met Augereau au pied du mur. Une première tentative de s'emparer de Lyon échoue parce que les plénipotentiaires autrichiens sont malmenés par la population et qu'on comprend que les avant-gardes de Schwarzenberg ne sont pas suffisamment étoffés pour s'emparer de la ville de vive force. Donc il y a une résistance populaire patriotique. Il y a une résistance patriotique spontanée, résistance populaire effectivement, puisque les autorités, elles, sont prêtes quand même à négocier. Ils ont senti le vent tourner et si l'Autriche commençait à devenir véritablement la puissance dominante, il faudrait pas se brouiller avec eux. Voilà, faudrait pas aller très loin pour avoir un retournement de veste, oui, effectivement. Donc évidemment, on sent déjà la restauration possible d'un pouvoir qui ne soit pas napoléonien. Oui, on sent qu'avec l'arrivée l'irruption des coalisés sur le territoire national, la situation politique que je disais à peu près stable tout à l'heure commence à se dégrader sérieusement. Ouais, donc faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc Non, agir pas avec trop. beaucoup de prudence. Ouais. Alors que la population, elle, plutôt une réaction patriotique de défense du territoire. Oui, tout à fait. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Alors pendant ce temps-là, pendant ces événements, donc pendant que Lyon échappe à une première incursion autrichienne, Augereau, lui, est parti au sud de Lyon et commence à rassembler ses troupes. Alors il rassemble des troupes à partir de divisions aguerries provenant de Catalogne, à partir de troupes de la garde nationale qui manquent quand même d'instruction, à partir d'autres troupes provenant des dépôts de la région de Toulon notamment, qu'il va essayer d'amalgamer en une espèce d'armée de Lyon. Alors théoriquement, son armée devait faire 60 000 hommes. Il atteint péniblement 16 000, 17 000 hommes. Donc ça fait un peu bric-et-broc. On est quand même très loin des effectifs attendus. Mais malgré tout, lorsqu'il remonte sur Lyon avec cette armée qu'il vient de constituer, il va se lancer dans des opérations offensives. Des opérations offensives qui permettent de repousser l'ennemi vers le nord et vers l'est, qui permettent à partir du 15 février de reprendre Nantua, de reprendre Bourg-en-Bresse, Chambéry, les Échelles, le fort de l'Écluse. Mais c'est un feu de paille. C'est un feu de paille en fait, c'est un feu de paille parce que le 1er mars à Saint-Julien en Genevois, les Autrichiens battent l'armée de Lyon et surtout la division du général Marchand et cette défaite est un peu le chant du cygne de l'armée de Lyon. Alors c'est une défaite, oui, mais ce n'est pas une défaite stratégique parce que le général autrichien qui a battu Marchand à Saint-Julien, le général Boubna décide contre toute attente, de ne pas profiter de sa victoire et il se replie sur Genève. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une posture offensive après avoir battu les Français, il a peur, au contraire, que les Français se ressaisissent et reprennent leur marche sur Genève. Donc il se replie, il va couvrir ses positions genevoises et donner un petit peu de répit à l'armée de Lyon. Donc un répit de courte durée De très courte durée, puisque Augereau apprend par ses avant-gardes et ses éclaireurs que 3 colonnes marchent sur lui. Alors une première colonne autrichienne par la vallée de la Saône, c'est le général Bianchi, une autre par Poligny, le général von Wimpfen,
et une autre par Dole, qui est le général de Hesse-Hombourg. Et ces trois colonnes qui convergent sur Lyon, finalement sur la région lyonnaise, mettent Augereau en situation désespérée, puisque C'est intenable. c'est absolument intenable. Des forces nettement supérieures aux siennes. Alors, les trois colonnes totalisent à peu près 50 000, 60 000 hommes. Lui, avec ses 17 000 hommes, ne peut pas faire le poids par rapport à ces forces qui lui arrivent dessus. Et donc, il avait établi son poste de commandement avancé à Lons-le-Saunier, puisqu'il avait déjà commencé à essayer de remonter vers le nord. Il est obligé de décrocher de Lons-le-Saunier et de se replier vers Lyon, que désormais il est condamné à défendre. Donc l'opération de secours à destination de l'armée de Napoléon pour se jeter sur l'aile gauche C'est fini. des coalisés, c'est purement fini. Et donc, ça va mal se passer pour Augereau. Augereau. Oui, puisque le 20 mars, il ne peut plus reculer. S'il recule, il est obligé d'entrer dans Lyon, il est obligé de lâcher Lyon, donc il faut qu'il accepte la bataille. Et le 20 mars, il va livrer une bataille complètement disproportionnée dans la région de Limonest, donc grosso modo entre Limonest et Tassin, l'aile droite appuie à Limonest, l'aile gauche sur Tassin, où les Français vont se battre avec l'énergie du désespoir. Alors c'est une bataille que l'on sait par avance perdue, mais pour laquelle tout le monde va essayer de retarder au moins l'inéluctable. Une bataille de retardement, quoi. On sait que c'est perdu, mais ça permet de faire gagner du temps Voilà, au pouvoir politique. Exactement, donc il s'agit de gagner du temps. Oui, on est dans une campagne qui est de toute façon perdue. Je vous rappelle qu'à la même époque, donc à la fin du mois de mars, les Alliés marchent sur Paris et que le sort de l'Empire est de toute façon définitivement réglé. Et Lyon tombe donc. Et donc cette bataille s'achève par une défaite, une défaite héroïque avec des épisodes épiques. Je citerai notamment la charge du 13e régiment de cuirassiers qui va se sacrifier pour permettre le décrochage du centre de l'armée de Lyon. Mais voilà, on ne peut pas s'appuyer sur Lyon puisque les autorités lyonnaises ont refusé de mettre la ville en état de défense et qu'ils vont faire savoir aux Autrichiens que la ville leur est ouverte dès que les soldats français l'auront quittée. Donc on se replie au-delà de Lyon, on prend la route de Vienne, de Valence et le sort en est jeté. Et quelques jours plus tard, Augereau apprend la fin de l'Empire, l'abdication de Napoléon et immédiatement il fait prendre la cocarde blanche à ses troupes. Retournement de veste magistral pour Augereau. Retournement de cocarde, oui, oui. Et ce retournement de veste d'Augereau sera très très mal vécu par l'empereur. Alors, soyons honnêtes, ce n'est pas la défaite d'Augereau à Limonest qui va entraîner la chute de l'Empire. On pourrait citer Marmont qui va lui aussi faire l'objet des foudres impériales. Mais Napoléon va quand même tenir grief à Augereau pour son échec lyonnais. Et je vais vous donner une citation qu'il a faite lorsqu'il était à Sainte-Hélène. Il dit, je cite, « Depuis longtemps chez lui, donc chez Augereau, le maréchal n'était plus le soldat. Son courage, ses vertus premières l'avaient élevé très haut hors de la foule, les honneurs, les dignités, la fortune l'y avaient replongé. Le vainqueur de Castiglione eût pu laisser un nom cher à la France, mais elle réprouvera la mémoire du défectionnaire de Lyon. » Et voilà, il est habillé pour l'hiver. Complètement, oui, oui. Donc Napoléon a eu la dent dure sur certains de ses généraux. Bon, on sait ce qu'il a dit sur Marmont, mais Augereau, effectivement. Mais il faut dire qu'Augereau n'était pas un grand maréchal de France. Il a eu son heure de gloire pendant la campagne d'Italie en 1796-97. Il s'est comporté véritablement très bien sur le champ de bataille, sur les champs de bataille italiens, qui lui a valu le titre de duc de Castiglione. Mais c'est pas un macénat qu'on a traité dans un ce n'est pas, c'est très loin d'être un macénat. Lorsqu'il reprend du service en Espagne, il s'y montre extrêmement brutal, pas très efficace. Donc c'est un maréchal qui effectivement n'a plus la pleine maîtrise de son art militaire. Et on peut comprendre la déception de Napoléon, mais bon, il fait avec les hommes dont il dispose. Et donc c'est symbolique de cette campagne de France qui voit l'écroulement total du régime napoléonien. L'écroulement total qui va aboutir donc à l'abdication de Napoléon et les adieux de Fontainebleau. Et voilà, j'allais dire un épisode particulièrement émouvant qui est celui des adieux de Fontainebleau et le départ pour l'île d'Elbe qui sera finalement une parenthèse dans l'histoire napoléonienne. Avec le faux départ et les 100 jours et puis l'autre campagne de France qui se finira à Waterloo. Et sur cette défaite que nous terminons cet entretien. Merci Eric. Merci à vous.
Donc, on retrouve cet épisode et bien d'autres récits par Éric Labaille dans le livre Les grandes dates de nos régions que vous pouvez trouver chez vos libraires et dans tous les points de vente. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.